Merci de m'avoir invité à ce symposium et à cette table ronde. Je suis impressionné par le nombre de présents ici et donc de cette volonté de se mobiliser sur un sujet extrêmement problématique, comme cela a déjà été exposé. Je fais partie de cette organisation politique qui a été qualifiée tout à l'heure de parti englué dans la bourgeoisie dominante, mais j'aimerais juste dire que le Parti socialiste joue un rôle essentiel à Berne pour obtenir des majorités. Et je me réjouis d'ailleurs de saluer dans la salle ma collègue nationale Adamara, lausannoise, qui, elle, avec d'autres camarades, permet d'obtenir des majorités, faibles parfois, mais qui sont essentielles pour que, sur des thèmes comme celui des matières premières, nous puissions avancer, même si c'est par petites touches, mais qu'ils vont dans le bon sens. Je pense qu'il est essentiel, avant d'entrer dans le débat, qui est le débat du rapport du Conseil fédéral sur les matières premières, peut-être de fixer un peu le contexte dans lequel ce rapport est sorti. Je rappelle qu'une de nos collègues du Parti socialiste, Madame Hildegard Fessler, avait déposé une demande, une intervention parlementaire qui demandait un rapport sur les matières premières, justement pour que l'on puisse aborder les questions relatives aux droits, respect des droits humains, droits sociaux et droits environnementaux, que le Conseil fédéral, de manière surprenante, avait accepté la proposition de publier un rapport en expliquant un peu le cadre dans lequel il voulait intervenir, mais qu'au moment du vote au Conseil national, une majorité bourgeoise a refusé ce postulat. Je crois que c'était un postulat. Et à partir de là, ce qui était aussi surprenant de la part du Conseil fédéral, c'est qu'il a maintenu l'objectif de la publication du rapport. On reviendra après sur le contenu même du rapport, mais je pense que cela était quelque chose de fort intéressant. Il est clair que le Conseil fédéral ne l'a pas fait simplement parce qu'il y avait un postulat, même refusé par le Conseil national, qui l'a fait, c'est parce qu'il y a un contexte plus large qui d'ailleurs ressort du rapport lui-même, à savoir une série d'interventions politiques au Conseil national et au Conseil des États sur la problématique des matières premières, sur la problématique des sociétés de négoce, sur la spéculation sur les matières premières, et naturellement aussi une intervention toujours plus importante dans les médias qui mettent sous pression les autorités politiques suisses. Et finalement, et je pense que c'est un élément essentiel dans la bagarre, c'est naturellement le mouvement social qui pousse les autorités politiques à bouger. Et celui-ci s'est concrétisé en Suisse par la fameuse pétition Droits sans frontières avec 135 000 signatures. Alors ça ne touche pas naturellement directement ou uniquement les matières premières, mais naturellement que ça touche aussi les entreprises qui sont liées au négoce, à l'extraction et au négoce des matières premières, voire au financement du commerce des matières premières. Il apparaît ainsi de manière extrêmement importante que si aujourd'hui les choses bougent, elles bougent parce qu'il y a effectivement cette combinaison. Premièrement, mouvement social qui est présent et qui se mobilise sur le thème, parce qu'il y a finalement les médias, même si ce n'est pas toujours dans le sens où nous le souhaitions, où nous le souhaitons, qui parlent de ce thème et qui relayent aussi des informations qui peuvent concerner des situations de conflits sociaux dans les pays en voie de développement où nous avons malheureusement des entreprises suisses qui sont présentes. Cela a été évoqué, la situation de Xstrata au Pérou, on sait la situation de Glencore ailleurs, mais on peut parler aussi d'autres sociétés, Trafigura et j'en passe. Et bon, et finalement, des relais politiques qui permettent de venir et de faire des propositions qui font avancer. À côté de la question du rapport lui-même, il faut savoir qu'à Berne, au-delà de la proposition de Mme Hildegard Fessler, il y a eu une proposition qui a été faite, celle d'avoir une politique en matière de principes de REGI. Ce sont ces principes onusiens qui impliquent une responsabilisation des entreprises en matière de droits de l'homme, de droits sociaux et de droits environnementaux. Ça a l'air anodin, mais ce postulat déposé par notre collègue vert
Alec von Grafenried, a été l'objet d'une forte bataille politique avec un lobby extrêmement fort d'économie suisse et d'autres secteurs qui s'opposaient à ce que le Conseil fédéral soit chargé de mettre en place une telle politique. Et finalement, nous avons pu, par 3 voix, obtenir une majorité au Conseil national pour que ce postulat, qui demande un rapport sur la mise en œuvre des principes requis en Suisse, soit accepté. Cette majorité, elle n'a pas pu se faire avec l'extrême gauche parce qu'elle est absente du Conseil national, mais elle a pu se faire avec les Verts, avec des voix du PDC et avec des voix du PDV, cette on va dire, émanation de l'UDC. Et c'est relativement intéressant parce que l'on trouve dans ces partis aujourd'hui des personnes qui, sur ces thèmes-là, se mobilisent, par exemple en matière de droits de l'homme, se mobilisent sur les questions environnementales, voire sur les droits sociaux. Deuxième exemple de cette majorité qui a légèrement bougé avec les dernières élections sur ces thématiques-là, c'est le rapport qui a été demandé par la Commission de politique étrangère sur le droit comparé en matière de mesures de responsabilisation des membres des conseils d'administration. Il y a eu une bonne majorité qui a été obtenue au sein de la Commission des affaires étrangères, et l'idée était de voir, on avait une certaine crainte de perdre cette majorité en fait au Conseil national. Ça a été là aussi une bataille parce que l'économie suisse a lobbyé sur les partis bourgeois. Ce qui nous a finalement évité un vote final, c'est simplement que les partis bourgeois ont oublié de déposer une minorité pour combattre ce postulat, ce qui a fait que le Conseil national a adopté ce postulat sans opposition, et le Conseil fédéral est maintenant à l'œuvre pour faire un travail relativement important de recensement de toutes les mesures qui sont prises dans des pays comparables aux nôtres. Ça peut être les États-Unis, l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, un certain nombre de pays. Et ce rapport devrait être sur la table d'ici fin juin, ce qui permet en fait de servir de base et de socle pour une réflexion supplémentaire sur quelles sont les mesures possibles. Si je me suis permis en fait ce petit tour de piste, c'est simplement pour montrer qu'il n'y a pas seulement le rapport lui-même, mais on est dans un contexte global avec une avancée, et on peut dire avec des éléments de participation, ou disons des personnes qui sont dans différents types de partis, qui permettent d'obtenir ces majorités, qui sont indispensables pour faire avancer le débat, à moins naturellement que le mouvement social soit à même, dans un futur, j'espère proche, de pouvoir lancer une initiative populaire qui puisse ensuite inscrire dans la Constitution des règles qui soient des règles contraignantes. Un des débats essentiels, et c'est en fait le cœur de la problématique dans le rapport, c'est celui de savoir s'il faut des règles contraignantes ou simplement des règles qui sont des règles volontaires que les multinationales doivent appliquer. Aujourd'hui, le Conseil fédéral, de manière très claire dans le rapport, se positionne pour toutes les règles d'autorégulation des multinationales, et il ne le fait pas seulement dans le rapport, mais dans toutes les interventions politiques au sein du Parlement en plénière ou en commission, que ce soit en commission de politique étrangère, que ce soit dans la commission d'économie et redevances, ou même en commission des affaires juridiques, en combattant un certain nombre de mesures qui sont proposées. Notamment, je prends un seul exemple, c'est que lorsqu'il y a eu la révision du droit comptable des sociétés anonymes, il y a une de nos collègues qui avait proposé d'introduire dans cette révision des obligations de transparence pour les entreprises, et même pour les entreprises uniquement cotées en bourse dans un premier temps, et cela a été combattu par le Conseil fédéral en commission, cela a été combattu par la majorité bourgeoise, que ce soit en commission et ensuite en plénière. Et donc on voit cette difficulté que nous avons aujourd'hui à faire passer le changement de paradigme, alors même que nous savons qu'il y a cette difficulté incontournable, c'est-à-dire aujourd'hui les règles d'autorégulation aux multinationales sont totalement insuffisantes. Et nous le voyons aussi par la preuve de ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Union européenne. Aux États-Unis avec le paquet de règles
qui fait qu'il y a là un mix entre des règles d'autorégulation et contraignantes et le smart mix qui est aujourd'hui en œuvre, qui est progressivement mis en œuvre en Union européenne, où nous avons, pas plus tard que la semaine passée, une décision du Parlement qui oblige finalement les sociétés d'extraction des matières premières à publier toutes les contributions de plus de 100 000 € qui sont faites à des entités. Le rapport, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense qu'il faut le lire, c'est 56 pages, c'est pas énorme, c'est un rapport qui n'est pas aussi exhaustif au niveau historique et aussi détaillé et dans une perspective d'analyse critique comme l'a fait tout à l'heure Sébastien Gay, mais c'est un rapport qui rappelle quand même les grandes étapes historiques du développement des matières premières en Suisse, le fait que c'est le commerce des matières premières en Suisse, comme cela a été dit, c'est pas seulement la question des entreprises d'extractives, mais c'est aussi celle de négoce et c'est celle de financement, comme cela a été aussi expliqué. Et puis, il y a naturellement l'explication des conditions cadres, et le Conseil fédéral, dans ce rapport, en fait, exprime la volonté essentielle de maintenir ces conditions cadres. Ces conditions cadres qui sont tout particulièrement la question de la fiscalité, à savoir une fiscalité avantageuse pour les entreprises qui sont les entreprises étrangères, non seulement la fiscalité pour ces entreprises étrangères qui viennent s'installer en Suisse, qui est déjà avantageuse par rapport aux PME locales, mais qui en plus, et le Conseil fédéral le dit à plusieurs reprises, c'est les aménagements de cette fiscalité. Les aménagements de cette fiscalité, c'est les statuts spéciaux qui sont prévus par les cantons, mais non seulement les statuts spéciaux, mais en plus les allègements fiscaux accordés à ces entreprises. Vous en avez eu des exemples de ces allègements fiscaux abusifs ici dans le canton de Vaud. Pas seulement, ils ne sont pas abusifs parce que la Confédération a dit qu'il ne fallait pas aller aussi loin, ils sont abusifs déjà dans leur principe même, puisque c'est non seulement on pratique une fiscalité avantageuse pour ces sociétés-là, mais en plus on leur fait des cadeaux parce qu'ils ne doivent même pas payer ces impôts. À Genève, il y a d'ailleurs une initiative qui vise à demander la suppression de ces allègements fiscaux pour les multinationales, qui a lancé la section du Parti socialiste genevois. Je trouve que cet élément-là, c'est-à-dire le cadre fiscal, le Conseil fédéral, dans ce rapport, montre qu'il est déterminé à le défendre et que donc il y a une bataille politique à mener là-dessus. Deuxième chose qui apparaît, c'est que le Conseil fédéral, et je l'ai dit tout à l'heure, n'entend pas aujourd'hui entrer en matière sur des éléments de régulation dure, c'est-à-dire d'introduire dans la loi, que ce soit des éléments au niveau de la transparence, que ce soit au niveau de publication, c'est-à-dire la transparence des flux financiers, que ce soit au niveau de la transparence des rapports avec obligation de communiquer sur un certain nombre de sujets, que ce soit les droits de l'homme, le droit social ou le droit environnemental. Et puis, je pense que ce qui est aussi essentiel, c'est que même là où il y a des règles volontaires qui existent, comme le fameux PITI, qui est une initiative internationale qui vise à ce qu'il y ait la publication d'un certain nombre de données, on sent même le Conseil fédéral très réticent dans le fait de pousser en avant et de manière dynamique ces éléments-là. La seule chose que l'on peut dire, et c'est la toute dernière phrase que je vais dire, mais c'est aussi celle du rapport, c'est, on va dire, c'est ce genre de petite conquête dont on est parfois assez content à Berne dans le cadre global du contexte politique, c'est qu'on dit que finalement le groupe de travail interdépartemental n'a pas fini son travail, mais il est tenu à continuer à travailler, à intégrer les nouveaux éléments et à rendre compte de l'évolution de la réflexion sur cette problématique-là. Ce qui fait que pour nous, comme élus au Parlement, nous avons là un instrument qui nous permet en fait de demander régulièrement les réflexions suivantes et de mettre en relation ce rapport sur les matières premières et le rôle des entreprises avec les nouveaux rapports qui vont venir, qui ont été exigés par le Parlement, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre des principes requis, comme naturellement, je le disais tout à l'heure, de l'examen de droit comparé avec des instruments qui peuvent exister pour la responsabiliser des sociétés. Une chose est sûre, le Conseil fédéral ne veut pas remettre en cause poule aux œufs d'or fiscale, et cela
quel que soit malheureusement le prix à payer de ces entreprises, que ces entreprises font payer aux populations du Sud, que ce soit au niveau des conditions de travail inhumaines, que ce soit aussi de la détérioration définitive du cadre de vie et de l'environnement.